20% du pétrole mondial traverse chaque jour un seul couloir maritime entre l'Iran et Oman. Ce matin, Téhéran a affirmé que ce couloir, le détroit d'Ormuz, restait ouvert. Mais les données de navigation satellitaire ont raconté une autre histoire. Des navires au ralenti, des dérivations et sur certaines lignes, plus de trafic du tout. Ici, Global Lens. Nous allons vous expliquer ce qui s'est vraiment passé, pourquoi le marché pétrolier a réagi ainsi et ce que cela signifie pour les automobilistes de Belgium, passant par Paris, Switzerland, Luxembourg et Kinshasa. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez 3 choses. D'abord, pourquoi le détroit d'Ormuz n'est pas un couloir maritime comme les autres, mais le véritable point de pression du système énergétique mondial. Ensuite, pourquoi le décalage entre le discours iranien et les données maritimes fait bouger les prix du pétrole, les assurances et les nerfs des gouvernements. Enfin, ce que la fenêtre de cessez-le-feu actuelle, la posture navale américaine et la nouvelle initiative franco-britannique nous disent sur la suite, désescalade ou confrontation plus large. Commençons par la géographie. Le détroit d'Ormuz est un passage étroit. À son point le plus serré, il ne fait que 33 km de large. D'un côté, l'Iran, de l'autre, le sultanat d'Oman et les Émirats arabes unis. Chaque pétrolier quittant l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, l'Irak, les Émirats ou l'Iran doit y passer pour atteindre l'Asie, l'Europe ou l'Amérique du Nord. Selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 1/5 du pétrole consommé chaque jour sur la planète et près d'un quart du gaz naturel liquéfié mondial transitent par ce corridor. C'est pour cela que les stratèges parlent d'Ormuz comme du point d'étranglement le plus important de la carte énergétique moderne. Les tensions sur ce corridor ne sont pas nouvelles. Depuis des décennies, Washington et Téhéran alternent entre confrontation et négociation. La dernière escalade s'est construite sur plusieurs semaines. Incidents maritimes, renforcement naval américain, mise en garde iranienne, exercices et déclarations officielles. Et puis cette semaine, les États-Unis ont élargi leur posture de blocus. L'OTAN a publié une mise en garde. Le Royaume-Uni et la France ont commencé à coordonner une initiative conjointe de sécurité maritime dans le Golfe. En parallèle, des canaux diplomatiques se sont rouverts pour un éventuel nouveau cycle de discussions États-Unis-Iran, tandis qu'un cessez-le-feu distinct entre Israël et le Liban entrait discrètement en vigueur. C'est ce cadre qui nourrit l'actualité d'aujourd'hui. Voici ce qui s'est réellement passé. La direction iranienne a déclaré publiquement, je cite, « Le détroit d'Ormuz ne restera pas ouvert si l'agression se poursuit. » Le ministère iranien des Affaires étrangères a, dans le même temps, assuré que le trafic fonctionnait normalement. Un haut responsable iranien répondant à Washington a déclaré, je cite, « Cette affirmation en 1 heure, toute fausse. » Ces deux messages coexistent difficilement. L'un dit que le détroit est ouvert, l'autre dit qu'il ne le restera pas. C'est exactement le type de double signalement qu'un gouvernement utilise quand il veut à la fois rassurer les marchés et dissuader son adversaire. Du côté américain, la posture navale reste visible dans et autour du Golfe, sans confirmation publique détaillée. Une déclaration diplomatique occidentale liée à l'initiative franco-britannique a souligné, je cite, « l'engagement en faveur de la liberté de navigation et la prévention de toute escalade dans le Golfe ». Par ailleurs, les services de suivi maritime ont observé une chute nette du trafic à travers le détroit ces derniers jours. Des navires ont attendu dans des zones d'attente. Les assureurs maritimes ont relevé leurs primes. Certains cargos ont contourné le cap de Bonne-Espérance, un voyage plus long et plus cher. En clair, même si, techniquement, le détroit est ouvert, le marché, lui, le traite comme partiellement fermé. Le marché pétrolier a réagi en quelques minutes. Les deux références mondiales, Brent et WTI, ont reculé de plusieurs points de pourcentage après le signal iranien. Les économies importatrices ont soufflé. Les bourses européennes et une partie de l'Asie ont connu un bref rebond, porté par les compagnies aériennes, la logistique et la consommation.
Mais regardez de plus près et l'image devient plus fragile. Les primes d'assurance maritime dans la région du Golfe ont bondi nettement au-dessus des niveaux d'avant-crise. Des devises sensibles au pétrole, de la roupie à plusieurs monnaies africaines, ne se sont stabilisées que partiellement. Les opérateurs restent couverts. Traduction: le marché a intégré une fenêtre de cessez-le-feu, pas un accord de paix. Officiellement, Washington a salué le signal iranien sur le détroit tout en maintenant les sanctions et la posture navale. Les gouvernements européens ont appelé à la retenue. Les capitales arabes du Golfe, qui auraient le plus à perdre en cas de fermeture réelle, ont discrètement poussé à la désescalade. À l'intérieur même de l'Iran, les parlementaires les plus durs ont rappelé que la fermeture du détroit reste, selon eux, une option disponible. Ramenons tout cela chez nous. Si vous regardez depuis les États-Unis, cette histoire vous rattrape d'abord à la pompe, avant de vous rattraper dans les urnes. Une perturbation durable à Hormuz ferait monter le prix de l'essence américaine en quelques semaines, même si les États-Unis sont aujourd'hui exportateurs nets parce que le marché du carburant est mondial et un carburant plus cher nourrit l'inflation, donc les taux d'intérêt, donc les crédits immobiliers, donc la politique. Si vous regardez depuis l'Afrique francophone, d'Abidjan à Dakar, de Yaoundé à Kinshasa, les enjeux sont sans doute plus lourds encore. La plupart des économies africaines importent l'essentiel de leur carburant raffiné. Une hausse du brut passe presque directement dans le prix à la pompe, dans les transports, puis dans le prix du pain, de l'huile et de l'engrais. Les pays qui subventionnent le carburant voient leur marge budgétaire se réduire. Ceux qui ont déjà supprimé les subventions voient l'inflation repartir et la pression sur les ménages monter. L'Europe, en particulier le Royaume-Uni et la France, se retrouvent au cœur de cette histoire, diplomatiquement et opérationnellement. Leur initiative maritime dans le Golfe est, en réalité, une offre de partage du fardeau sécuritaire en échange d'une place à la table des négociations à venir. Pour le Moyen-Orient, la combinaison d'un signal de désescalade à Hormuz et d'un cessez-le-feu effectif entre Israël et le Liban représente le plus proche soulagement régional depuis des mois. Le mot qui revient chez les analystes est « fragile », pas « résolu ». Fragile. À retenir, le détroit d'Ormuz n'est pas officiellement fermé, mais le monde agit comme s'il pouvait l'être. C'est dans ce décalage entre la parole et la réalité que vivent la volatilité, la diplomatie et le risque d'erreur. 3 choses à surveiller cette semaine. La confirmation d'une date pour les pourparlers États-Unis-Iran, la formalisation concrète, avec des moyens, pas seulement des mots, de l'initiative franco-britannique dans le Golfe, et la remontée du trafic maritime à travers Hormuz vers ses niveaux d'avant-crise. Ce sont les vrais indicateurs, pas les gros titres. Si cette analyse vous est utile, abonnez-vous à Global Lens français maintenant, parce que demain, nous décryptons comment cette crise d'Hormuz redessine les routes maritimes mondiales et ce que cela implique pour votre panier de courses. Dites-moi en commentaire, dans votre pays, avez-vous déjà vu bouger le prix du carburant ou de la nourriture cette semaine ? Et si vous préférez cette histoire dans une autre langue, Global Lens publie aussi chaque jour en anglais, en Kinyarwanda et en Kiswahili. Même fait, même standard, 4 langues. C'est Global Lens. À demain.